Bonjour à tous, merci d'être là à cette heure très, très matinale. Monsieur, oui, exceptionnellement, j'ai écrit quelques mots pour être très rapide et efficace. Monsieur le ministre d'État, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les élus, les dirigeants d'associations, d'entreprises, de centres académiques, mesdames et messieurs les journalistes, chers amis qui justement croyaient aux multi-acteurs et notre capacité de faire ensemble. L'humanité est face à elle-même. Les grandes métamorphoses telles que les définit Michel Serres sont à l'œuvre. Nous sommes confrontés à deux grandes révolutions parallèles. Une première apportée par le numérique qui relie nos sociétés. Une troisième mutation de notre histoire récente après l'écriture et l'imprimerie. L'Internet nous invite à une société plus horizontale, génère une individuation renforcée et fait émerger une jeune génération qui se vit mondialisée dans une culture commune en synchronicité. L'autre évolution qui nous occupe aujourd'hui est celle de la menace de notre nid écologique sur la qualité de vie et la notion même de progrès que l'on appelle le développement. L'accord de Lima nous semble à tous à minima, malgré les éléments forts comme l'obtention de l'objectif des 10 milliards du fonds vert, la possibilité d'intégrer le coût de l'adaptation, l'importance à donner à un agenda des solutions. À quoi cela peut servir de s'engager si nos sociétés ne sont pas capables d'agir ? Et où est le système d'évaluation et de vérification? Comment les financements vont se mettre en œuvre? Quel rôle nouveau pour les territoires et les entreprises? Et n'est-ce pas un enjeu de santé et de démocratie? Nous avons besoin de vraies ruptures. Nous avons besoin de ne plus laisser s'installer une économie compulsive fondée sur la propriété et la compétition. Nous avons vécu sur le capital de la terre et non sur ses dividendes. C'est d'autant plus grave que la démographie vit une accélération extrêmement rapide. Il y a une urgence. Un de nos objectifs ici, c'est de nous réconcilier avec l'avenir, de redécouvrir l'envie. C'est pour ça que nous avons créé, à l'initiative de Bettina Laville, qui était négociatrice française de Rio 92, ce comité 21. Et c'est pour ça que j'ai souhaité la création de ce Club France Développement Durable en 2012, 20 ans après. Et on a pu, avec toute l'équipe du comité 21, Antoine Charlot et tous ceux qui étaient avec nous, mais aussi de Sylviane Villaudière, des équipes, de tous ceux qui ont cru qu'on pouvait animer, créer un pavillon de la France en tant que société civile. On l'a tous financé ensemble, je crois que c'est un signe important. Et même un syndicat a pu être à nos côtés pour cofinancer. On a montré que le multi-acteur pouvait fonctionner autour, évidemment, avec l'implication de l'État. Nous devons, devant cette immense difficulté, tous nous mettre au service du succès de cette COP21. Je crois que c'est pour ça que nous sommes là, Monsieur le Ministre, avec un devoir d'optimisme à vos côtés. C'est pour ça qu'on a décidé d'investir aussi le Grand Palais, parce que c'est un symbole d'une société du passage du 19 au 20e siècle qui avait une envie d'avenir à travers cette exposition universelle. Notre priorité, c'est de faire comprendre que si nous voulons mettre en œuvre cet agenda positif que vous défendez ardemment, nous le ferons dans une approche partenariale, à l'image effectivement de cette réussite collective qui a été celle de Rio + 20. En tant qu'hôte de la COP21, la France a affirmé l'enjeu universel qui doit être porté. François Hollande a même précisé quelques jours avant notre départ à Lima, lors de l'ouverture de la conférence environnementale, qu'après la déclaration des droits de l'homme, la France avait apporté celle du climat. C'est une grande ambition pour nous tous, et effectivement que vous allez animer, Monsieur Fabius, pendant les 12 mois qui viennent. Le Club France Développement Durable regroupe aujourd'hui 80 réseaux qui eux-mêmes regroupent des dizaines de milliers de collectivités, d'entreprises, des acteurs de l'action sociale, de l'éducation, des ONG, des centres de recherche, des agences gouvernementales. On a tous des approches assez différentes, mais le même objectif, réussir encore une fois cette COP. C'est aussi l'engagement du comité de pilotage. Et nous avons à nos côtés le GRS, les maires des grandes villes, l'Association des maires francophones, Cités Unies, ORE, le C3D, EPE, le CNRS, et la mairie de Paris. J'ai la conviction qu'on va mobiliser très très largement au-delà de tout ce qu'on a pu faire ces dernières années. On a la chance en France d'accueillir cette conférence internationale et on doit être là pour convaincre les négociateurs que la société a envie de cet accord, qu'elle est déjà à l'action et que c'est collectivement qu'on va y arriver. En 1998, la France a joué au football, même ceux comme moi qui n'aiment pas vraiment. Je crois qu'il faut qu'on joue tous au ballon du climat cette année. Et c'est une occasion, une opportunité pour la France aussi pour mettre en œuvre tout ce qu'on revendique depuis déjà quelques années. C'est aussi le sens du dispositif multi-acteur qui est Solution COP21, pour montrer que cette effervescence d'initiatives qui a pu exister, se développer, il faut la développer. Il y a énormément de choses qui existent, elles ne sont pas à l'échelle, certainement pas dans la trajectoire des 2 degrés.
Et on a besoin d'accélérer les choses. C'est ce qu'on fait avec les membres fondateurs et bien d'autres. Et les membres fondateurs, ce sont encore une fois la ville de Paris, mais aussi la région Pays de la Loire, l'ADEME, AFD, Aropa, Climate Key, INPI, l'ORS, Entreprises pour l'environnement, et aussi des entreprises comme Carrefour, GDF Suez, Generali, Ikea, Rexel, Sophie Protéol, Suez Environnement, Schneider Electric, Veolia et bien d'autres. Monsieur le ministre, je vais remettre un book, hop, voilà, qui montre des premières actions, tout ce qu'on veut pouvoir mettre en œuvre et qui est en train déjà de commencer à exister. Je suis très heureux que vous puissiez être là à nos côtés aujourd'hui. Je sais que votre agenda est particulièrement serré à quelques jours après les prolongations de l'IMA. Je suis pour ma part très admiratif de ce travail de négociation. Je pense qu'il faut faire un petit peu attention quand on veut tenser ces négociateurs. On était quelques jours à l'IMA et on a vu l'immense difficulté de se mettre d'accord sur 96 pays, de culture et de niveaux de développement très différents. On agit tous dans nos associations, nos organisations. Je crois que l'enjeu va aussi être dans une application beaucoup plus large de la société. C'est aussi tout l'intérêt de cette marche pour le climat qui a été montée par Havas, parce que Havas n'est pas une organisation de l'environnement et du développement durable. C'est une organisation beaucoup plus récente, plus large, qu'en fait sa priorité. Et je crois qu'on pourra tous être à ses côtés. Monsieur Laurent Fabius, merci encore d'être là. Je laisse la parole à Bettina Laville, qui a fondé donc, le comité 21 et qui préside le comité d'orientation du Club France Développement Durable pour un échange avec vous. Pour vous préciser aussi qu'il y a un hashtag qui a dû s'afficher et donc vous pouvez continuer, échanger, discuter. Twitter est là pour ça. Voilà. Merci encore à tous d'être là et je vous laisse la parole. Donc, Monsieur le Ministre, merci encore d'être là. Alors, effectivement, nous tous allons vous poser quelques questions. Moi, j'ai une première question à vous poser qui s'adresse au ministre des Affaires étrangères, qui est, nous l'avons vu il y a une semaine, ministre du Climat, mais qui est ministre des Affaires étrangères. Bon, on a la salle qui est là, nous sommes engagés depuis très longtemps. C'est une société civile qui est engagée depuis 20-25 ans, finalement. Moi, la première conférence climat à laquelle j'ai assisté, c'est la conférence de La Haye, initiée par François Mitterrand et Michel Rocard ensemble, vous vous en souvenez bien sûr. Et en fait, cette société est partagée entre l'enthousiasme, je veux dire, que cette conférence soit à Paris. Et d'ailleurs, tous les gens, toutes les négociations, tous les négociateurs, même ceux qui étaient finalement le plus réticents à Lima, ont tous une envie de Paris. Ça, c'est quelque chose de très positif, pour un tas de raisons sans doute. Mais en même temps, ils ont aussi une vraie inquiétude, parce que je dois dire que cette conférence était un peu morne quand même, et quand même très difficile, malgré que vous en soyez à la fois félicité et en même temps avez bien montré dans l'article du Monde de lundi soir vos interrogations. Alors, en tant que ministre des Affaires étrangères, nous voyons tous les drames, le Pakistan, etc., le terrorisme. Est-ce que vous avez l'impression que des enjeux de long terme comme le climat sont très vivants dans votre agenda personnel et surtout dans l'agenda du monde ? Dans mon agenda personnel, c'est évident. D'abord, merci beaucoup d'avoir la gentillesse de m'accueillir. J'ai un seul petit point de désaccord avec votre présentation, c'est que je ne pense pas qu'il soit de très bon matin. Et je crois que pour vous tous, habitués à vous lever très tôt, c'est déjà le milieu de la journée. Mais pour le reste, oui, dans mon agenda personnel, c'est évident que ça a été depuis déjà 1 an un sujet qui a occupé beaucoup de mon temps. Et pour l'année qui vient, où je dois préparer en tant que futur président de cette COP l'accueil et j'espère le succès, ce sera évidemment la priorité numéro 1. Il faut bien voir qu'il s'agit de la plus vaste conférence diplomatique jamais organisée dans l'histoire de France. Bon, ce n'est pas simplement une question de nombre. Nous aurons 20 000 délégués, 20 000 invités. Je ne compte pas ceux qui viendraient et qui ne seraient pas invités. J'espère qu'ils seront peu nombreux. 3 000 journalistes et une question absolument majeure. Nous n'avons pas employé de grands mots. Vous avez fait une présentation à la fois sobre et profonde, et c'est celle-là qu'il faut faire. Il s'agit de la question de savoir
si l'humanité va pouvoir vivre dans des conditions convenables. C'est de ça qu'il s'agit. Et pas en termes abstraits, mais c'est la vie ou la mort de centaines de millions de personnes. Et donc, bien évidemment, moi-même, mais pas seulement moi-même, le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, et je l'espère la société, on va en parler, vont se mobiliser. Maintenant, votre question plus profonde, c'est est-ce que la société politique, les politiques se mobilisent? Je pense, avant d'en venir à des choses plus précises, parce que je pense que vos questions sont précises, je suis ravi d'être là pour vous répondre. Je pense que quand on fait un petit peu retour sur les dernières années, et il y a ici beaucoup de témoins et d'acteurs de ces dernières années dans ce domaine, il y a eu à propos de cette question du climat au moins 3 changements majeurs. Le premier changement est lié à la science. Grâce aux travaux des scientifiques et grâce à leur diffusion et la façon dont ils ont été diffusés, le phénomène ce que j'appelle le dérèglement climatique. Je n'aime pas beaucoup le terme de réchauffement climatique, d'abord parce que scientifiquement, il n'est pas tout à fait exact. Il y a beaucoup de lieux dans le monde où ce pseudo-réchauffement se traduira par refroidissement. Mais en plus, si vous expliquez à un habitant de Dunkerque, nord de la France, qu'il va y avoir un réchauffement climatique, je ne suis pas sûr qu'il soit catastrophé. Et donc, je préfère parler de dérèglement climatique, en bon français, climate disruption, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et le premier changement qui est intervenu depuis quelques années, c'est la pesée positive des scientifiques. Désormais, en France, en Europe, dans beaucoup de parties du monde, sauf peut-être les États-Unis, le phénomène du dérèglement climatique n'est plus contesté. C'est un changement absolument énorme. Pour reprendre l'exemple français, et ce n'est pas dû simplement au sort individuel de telle ou telle personne à laquelle nous pouvons penser, il n'y a plus de contestation. Et c'est une chose très importante. Je disais les États-Unis parce que là subsiste encore un débat largement idéologique et qui recoupe d'ailleurs très souvent des frontières politiques, malheureusement. Mais dans la plus grande partie des cas, plus de contestation. Donc, les données scientifiques admises, comprises, c'est un changement considérable. Le deuxième changement, c'est la prise en compte par les politiques, pas tous malheureusement, de ce phénomène. On en voit des traductions. La plus spectaculaire a été le sommet organisé au mois de septembre par notre ami Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui a été, je pense, un très grand succès. Il a permis à la fois aux États-Unis, et ça c'est une bonne chose, mais plus largement à beaucoup de leaders dans le monde de s'exprimer. Et quand on a à prononcer un discours, sauf pour ce qui est de ce matin, il faut le préparer. Et donc, ils ont été amenés à réfléchir et préparer des décisions. Et ils l'ont fait. Et non seulement les politiques, à cette occasion, mais à d'autres occasions. Lorsque les Chinois et les Américains, en l'occurrence le président Xi Jinping et le président Obama, concluent, on y reviendra peut-être, un accord, ce sont deux personnalités de premier plan, et par ailleurs, dont les pays sont les 2 premiers pays émetteurs du monde, qui s'engagent. Mais le mouvement est beaucoup plus vaste. Et donc, l'irruption du scientifique, ou plutôt la reconnaissance du scientifique, l'irruption du politique, et le troisième phénomène, c'est la société civile, et à l'intérieur de la société civile, parce que beaucoup d'éléments de la société civile s'étaient déjà mobilisés, les entreprises. C'est le troisième phénomène. On l'a vu au moment du sommet de New York, mais on le voit dans d'innombrables colloques, prises de position auxquelles vous êtes associés, ou dont parfois vous êtes à l'origine. Et c'est un changement énorme. Et s'agissant de ce troisième phénomène,
leurs animateurs, leurs dirigeants aux entreprises le font à la fois parce que beaucoup d'entre eux, je vous raconterai une anecdote dans un instant, ont compris qu'il s'agissait d'un phénomène majeur qui conditionnait non seulement l'existence de la planète, mais la leur, mais aussi parce qu'ils s'aperçoivent que s'ils ne prennent pas ces phénomènes en compte, ils en subiront des conséquences graves, et qu'en revanche, s'ils prennent les phénomènes en compte et même les anticipent, c'est du bon business. La croissance verte, j'espère ne choquer personne en disant cela, non seulement c'est une nécessité absolue, mais ça va être créateur d'emplois, et ça va être, si on prend les choses comme il faut, créateur de richesse et de valeur ajoutée. Et donc ces trois phénomènes-là, je réponds à votre question, la pesée des scientifiques, l'irruption, ou plutôt la prise en charge par le politique, et désormais l'intervention des entreprises, ce sont des phénomènes massifs qui vont s'accélérer, ce qui fait que les pronostics qui sont faits, à mon avis, lorsqu'ils sont pessimistes, ne prennent pas en compte la dérivée, qui font que le problème se pose d'une façon tout à fait différente aujourd'hui qu'il se posait il y a très peu de temps encore. Alors après, est-ce que les institutions et les pratiques, vous faites référence à la COP 20, et je salue, je crois comprendre qu'il y a ici beaucoup d'ambassadeurs que je discerne dans la pénombre, je les salue avec amitié. La COP 20 a abouti à un accord, peut-être pas ce qu'on pouvait espérer, mais largement ce qu'on pouvait attendre. Et elle a ses méthodes. Lorsque on hésite toujours entre 195 et 196, alors je donne l'explication. Il y a 195 pays, il y a 196 parties, puisque l'Union européenne est une des parties. Donc, disons 196. Lorsqu'il y a 196 parties et qu'il faut se mettre d'accord, puisque c'est un consensus, et que, sans spécifier de nom, la plus petite partie vaut la plus grande, ça n'est pas facile, on l'a vu. Mais voilà, la profondeur du phénomène, la profondeur de la prise de conscience et la profondeur de l'intervention, je n'ai aucun doute. La question, c'est la course de vitesse. Il faut que l'anticipation et la réaction soient aussi fortes et même plus fortes que la montée du phénomène. Si on prend la négociation elle-même pendant quelques minutes avant de revenir à la société civile, moi, je voudrais vous poser 3 questions à l'intérieur de cette négociation. La première, c'est que vous avez dit que le spectre de Copenhague s'éloignait. Je le crois également. Néanmoins, vous avez quand même... beaucoup de pays ont posé les choses comme diminution des émissions si abondement du fonds vert, très au-delà évidemment des 10 milliards actuels. Donc est-ce qu'il n'y a pas toujours ce dilemme qui existe depuis 25 ans, environnement-développement? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il y a quand même une déception, je trouve, importante, c'est qu'il n'a rien été décidé dans les 5 années qui viennent, strictement rien, et ça, on attendait un peu quelque chose. Et en fait, c'est un peu contradictoire avec les conclusions du GIEC, puisque le GIEC dit si on a une chance de rester à 2 degrés, il faut commencer tout de suite. Et finalement, vous venez de le dire d'ailleurs, hein, c'est une course de vitesse. Donc on a l'impression que le tout de suite est, au fil de la négociation, toujours un peu repoussé. Et la troisième question, c'est au fond de vous, et maintenant que vous êtes tout à fait informé complètement dans cette négociation, est-ce que vous croyez encore à ce fameux 2 degrés pendant le XXIe siècle, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une dérive? Vous comprenez pourquoi, en écoutant les questions de Madame Laville, lorsque la France, qui était d'ailleurs seule candidate, ce qui favorise le choix, a été désignée à Varsovie pour accueillir la COP, ceux qui sont venus me féliciter ont ajouté « good luck ». Qu'est-ce qu'a donné en réalité cette COP 20, qui était commentée d'ailleurs de façon diverse, dans la presse française très peu, ça n'a pas beaucoup intéressé. Est-ce que c'est parce que c'était géographiquement lointain? Est-ce que c'est à cause du décalage horaire? Enfin,
Mais des commentaires, comme j'ai appris maintenant le langage de la diplomatie, réservés. Dans un certain nombre de journaux d'autres pays, puisqu'il faut aussi lire la presse des autres pays, et notamment la presse anglo-saxonne, un peu plus positif. La vérité est entre les deux. Avant de répondre à vos observations, interrogations, critiques légitimes, qu'est-ce qui a été obtenu à Lima? La première chose, c'était quand même l'objet, c'est qu'il y a eu un accord. Alors, avant même d'examiner le contenu, le fait qu'il y ait un accord est positif. Il suffit d'ailleurs d'envisager l'hypothèse inverse. S'il n'y avait pas eu d'accord, j'aurais donné peu de chance à la conférence de Paris. Ça a été juste, hein, quand même. Oui, mais c'est toujours juste. C'est toujours à la fin que ça se décide. Et d'ailleurs, je vais en tirer des conséquences dans l'organisation des choses. Mais nous avons un avant-projet d'accord que, sauf les participants, très peu de monde a lu, y compris après, qui comporte 37 pages, avec beaucoup d'entrecrochets, brackets. Et c'est ce document, mesdames et messieurs, qui va servir de base au projet d'accord de Paris, qui, si nous réussissons, sera, je laisse Kyoto mis à part, qui n'avait qu'une portée géographique malheureusement limitée, le premier accord mondial jamais existant pour réduire, avec l'objectif de 2 degrés, l'augmentation de la température liée au gaz à l'émission de gaz à effet de serre. L'objectif de la COP 21, c'est celui-là. Et on va travailler, dès le mois de février d'ailleurs, sur la base du projet d'accord, qui reste bien sûr à préciser et améliorer, de Lima. Avant, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. Bon. Deuxièmement, il a été décidé que non seulement chaque pays devrait remettre ses engagements, traduction en anglais INDC, à un certain délai, pour la plupart des pays au mois de mars, en tout cas avant la fin du mois d'octobre, avec des spécifications, même si le terme choisi n'est pas shall, mais may, non pas vont, mais peuvent, et qui décrit la liste de ces spécifications. Et donc, chaque pays sera engagé à le faire, est engagé à le faire. Avant, ça n'existait pas. Et évidemment, c'est ça la question cruciale, puisque c'est ça qui va permettre de voir, j'anticipe une réponse à une des questions que vous avez posées, où on se situera par rapport aux 2 degrés. Donc ça a été acquis. Troisièmement, il est évident que s'il n'y avait pas eu la COP 20, l'objectif de capitalisation du fonds vert n'aurait pas été atteint. Nous avons atteint, au moment de Lima, 10 milliards 200 millions de dollars, qu'il ne faut pas comparer, faisons attention, avec les 100 milliards de dollars chaque année de 2020. 100 milliards de dollars chaque année de 2020 sont l'agrégation de financement public-privé. Ce n'est pas la même chose que la dotation. Vous maintenez le chaque année. Pardon ? Vous maintenez le chaque année, parce qu'il y a tout un débat là-dessus. Oui, bien sûr. Cela a été obtenu en parallèle, si je puis dire, à la COP 20. Et puis, ça vous concerne encore plus directement, il y a eu, même si, comme toujours, on ne lit pas les textes, dans la dernière partie de nos conclusions, pour la première fois, la reconnaissance et même la définition que chaque COP, et en particulier, à commencer par la COP 21, il y aura un agenda des solutions. Ça s'appelle Lima Paris Climate Action, qui fera intervenir la société civile, et en particulier les collectivités locales, et en particulier les entreprises, au sein même de la COP. On dira tout ça est insuffisant. Sans doute. Mais ça n'existait pas avant. Voilà ce que je voulais dire. Alors, des insuffisances, je pourrais être beaucoup plus long, mais il y a déjà ça. Il reste que
la tâche pour réussir à Paris est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, je plaisantais avec beaucoup des intervenants de Lima, mais la plaisanterie, surtout quand elle nécessite une traduction, n'est pas toujours absolument comprise. On leur dirait, écoutez, ce que vous avez dit, je vous remercie énormément, parce qu'à chacune de vos interventions, à la fin, c'était toujours « je souhaite le succès de Paris ». Tout le monde a dit ça, c'est formidable. Mais j'ai dit, mais ce serait encore plus facile si dans le contenu de votre intervention, vous n'avez pas dit, mais pour les problèmes difficiles, on va les remettre à Paris. Là, il y a un léger problème. Mais voilà, la vie est ainsi faite. Alors, par rapport à vos questions, Copenhague et les financements. Bon, oui, j'ai employé cette formule. Je n'étais pas à Copenhague, mais on m'a raconté. Et j'en ai tiré quelques leçons. D'ailleurs, je réunirai les négociateurs des principales COP mois de janvier, je crois, pour comprendre un peu et tirer les leçons de l'expérience. Je crois qu'il faut toujours parler à ceux qui ont l'expérience positive, négative, depuis beaucoup d'années, et donc les responsables. Copenhague, il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles ça a été un échec et ressenti comme tel. Mais pour prendre les choses très pratiquement et en tirer les leçons en ce qui nous concerne et me concerne, je crois qu'il y a eu deux causes parmi d'autres, qui ont expliqué cet échec. La première cause, c'est que les choses n'étaient pas suffisamment préparées à l'avance. Et vous y avez fait allusion. Ça se termine toujours à l'arraché, cette affaire-là. Et si la masse des problèmes à régler est trop importante, malgré toute l'intelligence et le dévouement des uns des autres, on n'y arrive pas. Bon. Leçon pour ce qui concerne l'année qui vient, beaucoup de travail en amont. Beaucoup de travail. Moi, je suis du genre laborieux. C'est ennuyeux d'ailleurs, parce qu'on souhaiterait pouvoir réussir sans travailler, tous. Mais, mis à part quelques génies, et encore, on a du mal. Donc, il va falloir beaucoup travailler collectivement. Et l'autre leçon que j'en tire, c'est que l'illusion selon laquelle toute une série de problèmes n'étant pas réglés, l'arrivée à la fin de la négociation de quelques leaders charismatiques, l'illusion que cette arrivée pourrait résoudre les problèmes est une illusion totale. Car c'est ça qui a été essayé à l'époque avec bonne foi. Quelques personnes, peu nombreuses, dont les noms appartiennent à l'histoire, se sont réunies, ont essayé de bâtir quelque chose ensemble dans une nuit, deux nuits, et ils ont essayé de proposer ça aux participants qui ont dit qu'est-ce que c'est que cette affaire. Bon, et donc il ne faut pas recommencer comme ça. Alors, autant j'ai dit qu'il était très important qu'il y ait le push politique, très fort, mais autant je ne pense pas du tout, d'après ce que j'ai entendu, et je vois par votre approbation que c'est une analyse qui n'est pas erronée, il faut procéder autrement. Alors donc, Copenhague, tout le monde a ça dans la tête quand même, qu'on ait participé ou pas. Le fantôme de Copenhague, et je dis, est en train de s'éloigner, je ne suis pas spécialiste des fantômes, mais psychologiquement c'est ça, et l'espoir d'un succès à Paris est en train de se rapprocher. Mais évidemment, ça achoppe sur beaucoup de réalités. La première, c'est celle des finances. Il faut du financement. Et le fonds vert, ce n'est pas exactement la même chose que le financement. Je reviendrai peut-être sûrement des questions sur le financement. Mais il faut travailler très vite. Et c'est une des tâches auxquelles va se consacrer la France. Faisons bien attention à cela. La France, elle a dans cette affaire-là un double rôle. Et elle ne peut pas exactement confondre ces deux rôles. C'est d'ailleurs pour laquelle il y a une raison pour laquelle il y a deux personnes différentes. La France, elle est présidente de la COP. Bon, et donc, elle accueille la COP. Et le rôle de la présidence, c'est d'être à l'écoute de tout le monde, d'être impartial et de garder un niveau élevé d'ambition. C'est ça que j'ai compris que chacun souhaitait. Et si vous voulez qu'on arrive à un bon résultat, il faut respecter ce rôle. Et par ailleurs, la France, elle a une politique, elle a des propositions qui d'ailleurs sont développées au sein de l'Europe, puisque c'est au niveau européen que se fait la négociation. Mais enfin, la France est là, elle est active, elle peut montrer l'exemple, j'espère pas le contre-exemple.
Et physiquement, d'ailleurs, même si nous travaillons ensemble, les choses sont différenciées. C'est votre serviteur qui présidera la COP, et c'est avec à ses côtés Laurence Tubiana qui joue le rôle, je crois que vous deviez jouer à notre époque, de l'ambassadeur dans la négociation, Annick Girardin, qui est secrétaire d'État à mes côtés, et Ségolène Royal, elle, défend les positions de la France. Alors, tout ça, bien sûr, est coordonné, mais ce n'est pas simplement une figure de style, c'est une réalité. Alors, 2015, 2020, rien. Ce n'est pas tout à fait exact. C'est pas exact juridiquement, car quand vous regardez le texte qui a été adopté, il y a une partie dont je reconnais que ce n'est pas la plus précise, qui concerne 2015-2020. Et puis, il y a des éléments qui vont intervenir, car vous avez tout à fait raison. Avant 2020 et la suite, puisque cet accord, s'il intervient, doit porter sur la période post-2020, il y a ce qui se passe avant, et qui est doublement important. D'abord parce que j'ai parlé de course de vitesse, et d'autre part, il y a la question de la crédibilité. Si on ne fait pas grand-chose avant, quelle est la crédibilité d'agir après? Donc, il faut absolument agir avant. Et il y a un certain nombre de choses qui vont en ce sens. Il y a des éléments juridiques, ce sont ceux qui sont contenus dans la déclaration finale. Il y a des éléments de fait. À partir du moment où les pays vont, au mois de mars pour les plus avancés dans le temps et au mois d'octobre pour les derniers arrivés, remettre leurs engagements et que l'examen de cet engagement se fera. Dans le texte, il y a eu une longue discussion. Est-ce que ça doit être en 2015, en 2016? Quelles sont les modalités, etc. Je pense que cette discussion est un peu formelle, parce qu'à partir du moment où les engagements sont objectivés et connus, il y a suffisamment de pays, suffisamment d'ONG, suffisamment de travaux, suffisamment de scientifiques, pour qu'on fasse la traduction, même si ce sera un petit peu difficile, parce qu'il faut agréger tout cela, il faut que ce soit comparable. Bon, mais c'est ça qui va se passer. Et dès lors, je réponds ainsi à votre même question, oui, l'objectif est 2 degrés, j'en connais la difficulté, chacun en connaît la difficulté. Dans le texte, nous disions d'ailleurs 2 degrés ou 1,5 si c'est possible, puisque les AOSIS en particulier demandent 1,5. Mais, et déjà à 2 degrés, il y a des conséquences qui sont redoutables. Mais c'est au moment où la sommation interviendra que la comparaison sera, et elle sera faite. Et donc, ce sera une incitation, à n'en pas douter, extrêmement puissante, à agir et à agir plus. D'autant que dans le texte, quand on le lit attentivement, on a retenu la clause de no backslide, c'est-à-dire que les propositions qui sont faites ne peuvent pas être inférieures aux engagements et aux pratiques précédentes. Bon, donc, quand on regarde les choses attentivement, comme l'ont fait les négociateurs, il y a quand même du contenu. C'est une application du principe de non-régression qui n'a pas été accepté à Rio + 20, mais qui est mis en pratique. Oui, donc, si vous voulez, il y a le juridique qui est très important. Hein. Moi, je suis juriste à l'origine, économiste, et c'est très important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on discute là-dessus si longuement. Et puis, il y a la pression de l'opinion, la pression de la réalité, la pression du climat, la pression des pairs. Tout ça jouera. Et puis, je termine par là, il y a cet agenda qui, lui, n'est pas comptabilisé, mais qui, dans mon esprit, et celui de beaucoup d'autres, est fondamental. Parce que les décisions gouvernementales, c'est une partie du problème et de la solution, mais une petite partie seulement. Car l'essentiel des émissions et de leur évolution, ce sont les individus, les collectivités et les entreprises. Et comme cet agenda va être mis en place et va être une des priorités de la présidence française, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il va y avoir, je l'espère en tout cas, une amplification de ce que seront les engagements. Alors, cet agenda, justement, vous l'avez lancé dans un dîner jeudi soir, je crois. Et est-ce que... Alors, vous venez de dire que c'est une initiative de la présidence française.
Est-ce que ça va être repris par l'Europe? Parce que c'est quelque chose de tout à fait passionnant. C'est un changement même onusien, c'est-à-dire dans la Convention climat. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les partis qui sont associés, mais c'est à l'intérieur, vous espérez que c'est à l'intérieur de l'accord. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qui représentent la société civile, les entreprises, etc., deviennent vraiment, parce qu'on dit les parties prenantes, mais c'est les parties intéressées, en fait, la plupart du temps. Là, ça sera vraiment partie prenante. Oui, c'est exactement ça. Vous avez très bien décrit la novation considérable. Alors, qui est à l'origine? Vous savez, quand c'est une bonne idée, il y a beaucoup de pairs et il ne faut pas se disputer. Mais là, d'abord, c'est la première fois que c'est repris juridiquement dans l'accord, même si ce n'est pas la partie la plus longue. On a essayé de batailler. Bon, il est dit, et désormais, à chaque COP, il y aura un agenda des solutions, etc. Bon. D'autre part, on a commencé de le faire à Lima, et ça a été une des parties les plus intéressantes, où un certain nombre d'intervenants, je parle de mémoire, par exemple, un représentant de la Californie est venu expliquer ce qui était fait là-bas par les gouverneurs successifs et les résultats que ça donnait. C'est spectaculaire. Ou un président d'un très grand fonds d'un pays du Nord est venu expliquer qu'il avait réorienté ses investissements au point de sortir à brève échéance de tout ce qui est investissement dans tout ce qui contient du carbone, et en revanche de maximiser les investissements dans tout ce qui est croissance verte. Nous avons eu toute une série de témoignages, aussi d'éléments de la société civile, d'organisations, qui ont montré que quand on additionnait tout cela, ça pouvait être remarquable. Et donc, très concrètement, pour ce qui concerne l'an prochain, parce que cette année, à la même date, la COP sera finie. J'espère bien finie. Nous aurons eu à Paris de très nombreuses entreprises, des secteurs économiques, des villes, des régions, d'autres, des organisations qui non seulement se seront exprimées, mais qui auparavant, suscitées par nous, collectivement, auront eux-mêmes ou elles-mêmes développé quels sont leurs engagements en termes chiffrés. Et il y a un mécanisme méthodologique à trouver, qu'on puisse agréger ce qui sont les INDC des États et ce qui sont les engagements chiffrés dans le temps de ces proposeurs de solutions. Déjà, un certain nombre de secteurs travaillent ainsi. Par exemple, le secteur du ciment, dont on n'aurait pas attendu spontanément qu'il soit le plus économe dans ce domaine, a fait, peut-être parce qu'il est, je n'aime pas employer le mot cartélisé, c'est un peu désagréable, enfin, il est assez concentré, a fait un effort considérable. D'autres secteurs vont faire la même chose. Des entreprises, je ne vais pas faire un palmarès, mais d'ailleurs, vous allez vous-même prendre des initiatives qui vont montrer ces entreprises, et c'est très bien. Il faut que ce soit une vitrine, non seulement pour les entreprises françaises, mais pour bien d'autres entreprises, vont dire, etc. Et il doit y avoir une espèce d'émulation positive qui, au total, profitera à la fois à ces sociétés, si on parle de sociétés, à ces collectivités, et à la solution du problème global. Merci, merci beaucoup. On va passer à des moments d'échange avec la salle et que vous avez souhaité, Monsieur le Ministre, et on en est ravis. Et on va commencer tout de suite par une collectivité très impliquée à vos côtés, comme il y a la Seine-Saint-Denis, mais aussi la ville de Paris. Et j'ai demandé à Patrick Klugman de me rejoindre, qui va dire quelques mots et vous poser la première question. Et voilà, il est aux côtés de Christophe Clergeau, vice-président de la région Pays de la Loire, très impliqué aussi à nos côtés. Et ensuite, je laisserai la parole à Antoine Charlot, je ne sais pas où il est, voilà, qui est juste là et qui va animer cette partie débat. Mais tout de suite, Patrick. Bien, merci Gilles et bonjour à tous. Je voudrais, avant de parler en tant que collectivité, souligner une chose. Parce qu'effectivement, en tant qu'adjoint au maire de Paris, chargé des relations internationales, je voyage beaucoup. Souvent reçu par notre réseau diplomatique français. Et il est très impressionnant de voir, partout où nous allons dans le monde,
que la France parle la voix du climat au rang de ses premières priorités. Je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais en tout cas, c'est extrêmement frappant. De Kinshasa à New York, en passant par Hong Kong ou Rome, partout où la France s'exprime, par sa voix diplomatique, elle parle du climat. Et si nous pouvons arriver à quelque chose à Paris au mois de décembre prochain, bien sûr, ça aurait été la mise en mouvement de tous les acteurs engagés dans la négociation climatique, mais si la France, par la voix de son ministre, et de tous les services qui sont d'ailleurs en grande partie devant nous, ne portait pas cette ambition avec une telle force, je pense que ça serait impossible. Et je le dis, et je finis mon assise, tous ceux qui, parfois, doutent de la voix de la France ou du rôle et de l'efficacité de l'action publique devraient regarder attentivement ce qui est en train de se faire sur la question du climat. C'est profondément vertueux et rassurant sur l'action de notre démocratie et du rôle de notre pays. Je le dis, parenthèse ouverte et fermée. Maintenant, l'État peut beaucoup de choses, mais il ne peut pas tout seul. Et le club Solution 21, c'est cette démonstration que sur le climat, il y a une combinaison multi-acteurs. Et dans ces multi-acteurs, il y a les entreprises. Les entreprises seront réunies pendant la COP sous notamment votre égide, qui montreront au Grand Palais ce qu'il se fait de mieux. Mais il y a aussi les collectivités locales. La ville de Paris ne sera pas qu'une ville haute. La ville de Paris sera un assembleur et la ville de Paris sera la voix de tous les réseaux de villes et de collectivités qui agissent sur la question du climat. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde, et en tout cas il n'y a pas eu beaucoup de COP, où collectivités locales et États partis seront au même niveau d'ambition. Les villes pouvant agir plus vite et plus près des citoyens que les États. Et c'est bien là l'ambition de Paris. Et pour vous donner quelques exemples, il y a le Grand Palais, en face il y a le Petit Palais. Au Petit Palais, il y aura les bonnes pratiques des villes. Je pourrais multiplier les exemples. Alors, j'avais le droit à quelques remarques, je les ai faites. J'avais le droit à une question au ministre, j'en poserai deux. Est-ce que nous aurons à Paris un Cities Day? Et plus largement, quelle place voit-il pour la place des collectivités locales, après notamment le sommet du mois de septembre de Ben Ki-moon, où il y avait eu pour la première fois un Compact of Mayors, à l'initiative de Michael Bloomberg. Le rôle des villes dans la négociation climatique à Paris, c'est l'interrogation de Paris et de toutes les collectivités, notamment celle du maire du 2e, qui est là, que je salue, et qui nous accueille. Oui, pardon Jacques, je n'avais pas cité Jacques Bouteau, qui nous accueille aussi ici. Alors d'abord, merci beaucoup pour tous les personnels diplomatiques de votre remarque, qui certainement est extrêmement aimable et surtout, je crois, juste, et ils font un très gros travail et ils ont été sollicités de le faire et le font et le font bien. C'est important parce que c'est un accord international, cette affaire. Et il faut donc avoir une discussion avec chaque pays du monde. Nous sommes un grand réseau diplomatique pour savoir où il se situe et essayer d'avoir une discussion pour orienter les choses dans le sens conforme à l'intérêt général et à l'accord. Alors, il y a des pays pour lesquels ça ne pose aucune difficulté, mais il y a des pays qui, à juste titre, se posent des problèmes ou soulèvent des interrogations. Soyons très concrets. Prenons l'exemple d'un petit pays qui n'a quasiment pas de ressources et qui est extrêmement menacé par les phénomènes climatiques. Il va se dire, votre conférence est très jolie, mais est-ce que ça va m'apporter quelque chose à moi? Il va se dire, très bien votre conférence, on me demande de fournir mon INDC, mais moi je n'ai pas les techniciens, comment ça marche, etc. Et donc la France, l'Europe, d'autres organisations doivent aider à répondre à ça. De même, ce pays, il n'est pas le seul, ça peut être aussi le cas de grands pays, il dira, mais financement, comment on fait? Et donc notre rôle est aussi de voir le Fonds vert, les autres organismes, pour dire, écoutez, il faudrait penser à ceci, à cela. Bon, c'est ça, le rôle normal qu'on essaye d'assumer. Alors après,
les collectivités locales, comme il a été souligné, c'est très important. Et là, maintenant, elles ont, par les textes que nous avons adoptés, un droit de cité. Paris, qui est une ville magnifique, où les gens viendront avec beaucoup de plaisir, je peux vous le confirmer, même si on sera au mois de décembre, et même si physiquement les choses se dérouleront au Bourget, mais enfin avant d'aller au Bourget, en général on est à Paris. Il va y avoir des initiatives qui vont être lancées ou qui l'ont déjà été par la mairie. Nous aurons beaucoup de plaisir à nous y associer dès lors que, bien sûr, c'est la COP 2001, COP 21 2015. Ce sont les organisateurs de la COP qui doivent regarder tout cela. Mais je pense que toutes les initiatives qui viseront à rassembler les collectivités locales, soit d'ailleurs les villes ou les régions, seront bienvenues. Il y en a eu déjà, il y en aura d'autres. Bien sûr, là, vous êtes le représentant de la ville de Paris, et c'est très important, mais je dois souligner, pour être parfaitement équanime, qu'il y a d'autres initiatives. Par exemple, nos amis de la région Rhône-Alpes ont décidé, à la fin du mois de juin, je crois, de réunir, 1er juillet, réunir toute une série. Bon, il va y avoir différentes choses, mais enfin, Paris, c'est la capitale, c'est une évidence. Pour ce qui concerne un jour particulier, il faut que nous voyions cela. Mais ce que je peux dire d'ores et déjà, et j'aurai certainement l'occasion de voir Anne Hidalgo et Jean-Paul Huchon sur ce sujet, c'est que, indépendamment de ce qui sera fait pour au niveau des collectivités, sur quoi porte votre question, je pense qu'il sera très bien reçu par les participants à la COP 21, 20 000 plus 20 000, 40 000, qu'on leur montre ce que nous faisons, bien sûr, de bien, et qu'on leur facilite, disons, le mot est un peu restrictif, la circulation à l'intérieur du grand ensemble de Paris, qu'ils se rendent compte que toutes les collectivités travaillent bien la main dans la main. Je pense que ce serait une très bonne initiative, parce que là-dedans, non seulement nous devons très bien accueillir nos hôtes, y compris du point de vue de la nourriture, j'insiste là-dessus. C'est la seule petite réserve, mais vraiment, les miniatures que je mets à mon séjour à Lima, c'est que je dois manger du riz depuis que je suis revenu. Mais, non. Mais tout est important. Vous savez, tout est important. Confidence collective, monsieur le ministre, je crois que vous n'êtes pas le seul. Mais vous voyez, c'est ça la différence entre la diplomatie et la réalité. Je ne peux témoigner que de mon expérience personnelle. Bon. Mais revenons à des choses sérieuses. Je pense que l'accueil qui sera fait à Paris par nous tous est symbolique de ce que non seulement nous voulons faire, mais de la manière dont nous le faisons. Donc, il faut mettre, je vais prendre une comparaison culinaire, les petits plats dans les grands. Voilà. Oui, et effectivement, et un de nos engagements est aussi de faire une médiation sur l'ensemble de la société française. C'est à ça qu'on s'y emploie, c'est aussi pour ça qu'on a voulu ces opérations dans Paris, pour que les gens aient aussi envie du Bourget sans forcément y aller. Je crois que c'est important de créer des liens pour que ce soit une réussite, enfin c'est comme ça que nous on le voit, de l'ensemble de la société française dans toutes ses composantes, et pas seulement, je dirais, parce que 20 000 c'est à la fois beaucoup, et je crois qu'on a bien vu à Lima que beaucoup auraient aimé être accrédités, et qu'il n'est peut-être pas non plus nécessaire. Je vais passer Antoine pour cette deuxième partie. Merci Gilles, merci Monsieur le ministre. Alors nous avons un temps extrêmement contraint, d'un quart d'heure de questions et d'échanges avec la salle. Donc je vous prie de m'excuser auprès de ceux qui ne pourront pas poser leurs questions. Avant d'échanger directement avec la salle, nous avons trois témoignages d'entreprises et des questions également qui vous seront posées, Monsieur le ministre, en commençant par Monsieur le PDG d'IKEA France, Stéphane Van Verbeke. Donc si vous voulez bien poser votre question au ministre. Monsieur le ministre, bonjour. Vous avez beaucoup parlé des entreprises, dans votre introduction, d'une prise de conscience et aussi de différentes initiatives.
Avec IKEA, nous sommes cofondateurs de la coalition internationale Women Business, une coalition qui veut inciter les entreprises d'aller vers les énergies renouvelables. Et d'ailleurs, avec IKEA, nous avons une ambition horizon 2020 d'avoir 100% des énergies renouvelables. Comment vous voyez le rôle concret pendant les négociations de COP21 des coalitions, de Willing, des entreprises qui veulent aussi prendre leurs responsabilités? Alors, votre question est concrète. Je vais essayer de répondre d'une manière concrète. Bon, IKEA, que vous représentez, est un très grand groupe. Et donc, je pense que non seulement les anticipations, mais les engagements que vous pourrez prendre sur voilà comment nous allons travailler dans les années qui viennent, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, et voilà ce que ça signifie en termes de décarbonation, ces engagements seront très significatifs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne sais pas comment est organisée la branche dans laquelle vous travaillez au plan international, si elle est organisée ou pas, mais compte tenu de l'importance de votre entreprise, vous avez certainement une influence sur d'autres réseaux d'entreprises. Et donc, si vous pouvez amener ce réseau d'entreprises à faire la même démarche que vous, ce sera extrêmement utile. J'ajoute que, compte tenu du secteur dans lequel vous êtes, sans être du tout un spécialiste, vous devez avoir un certain rapport avec le problème de la déforestation. Et donc, ce qui pourra être fait dans ce domaine de reforestation, compte tenu des rapports qu'on connaît entre cela et le carbone, aura un rôle très important. Et je crois que ça correspond certainement à vos convictions profondes. Et je crois que de plus en plus, le consommateur, à juste titre, va être extrêmement sensible à ces aspects. Donc, si je peux me permettre un conseil, travaillez fortement dans cette direction, publiez vos engagements et incitez vos collègues, concurrents, partenaires à faire de même. Merci, monsieur. Et cela dès 15 jours, puisque l'année commence cette année au 1er janvier. Merci, monsieur le ministre. Daniel Lebègue, président de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Bonjour, monsieur le ministre. Dans votre propos introductif, vous avez prononcé, j'ai compté, à 5 reprises le mot financement. Et oui, dans ce domaine comme dans d'autres, sans doute, le financement est le nerf de la guerre. Je voulais porter témoignage auprès de vous, monsieur le ministre, de la forte mobilisation des acteurs français du monde de la finance, la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, sur les enjeux de la COP 21, le climat et la transition énergétique. Notre observatoire l'ORS réunit plus d'une centaine de grandes entreprises et de fédérations professionnelles et syndicales, dont les principaux acteurs du secteur financier. Et on a beaucoup travaillé, beaucoup produit depuis 2 années en particulier, sur les thématiques qui seront sur l'agenda de la COP 21. Nous venons de présenter, c'est une première dans le monde, un guide méthodologique permettant de mesurer les émissions de gaz à effet de serre, émissions directes et indirectes pour le secteur financier. On a travaillé sur les fonds verts et la labellisation des fonds verts, les outils financiers de la transition énergétique. Et enfin, 7 de nos grands partenaires sont réunis sous la bannière de l'ORS dans l'opération Solutions COP21. J'arrive à ma question, monsieur le ministre. Qu'attendez-vous du monde de la finance, des acteurs financiers, en termes de priorité, pour assurer d'abord une bonne préparation et puis surtout, c'est le principal, une mise en œuvre des décisions de la COP21 de Paris?
Monsieur Lebec, je ne savais pas que j'avais prononcé 5 fois le mot financement, mais en excellent gestionnaire, ancien gestionnaire d'institutions financières et directeur du Trésor, vous êtes très précis, vous avez raison. Mais ça tombe bien, 5, parce que j'ai à l'esprit 5 blocs d'action en matière financière. Le premier bloc d'action, ce sont les finances publiques. La question posée est la suivante. Comment faire en sorte que les contributions du Fonds vert, des banques multilatérales de développement, des banques bilatérales et des banques nationales de développement soient suffisantes pour financer les actions, y compris pour l'adaptation? Ça, c'est la première question. Et ce n'est pas une question abstraite, parce que c'est la question que se pose, ou me pose, ou vont me poser la quasi-totalité des partis. Et ça signifie que toutes ces institutions doivent se mobiliser d'une façon encore plus importante qu'aujourd'hui. Vous avez cité des actions, et je vous en félicite, que vous menez, et elles gagnent à rayonner encore davantage. Mais il y a un gros travail à faire pour les finances publiques. Il y a un deuxième grand travail à faire en ce qui concerne les banques centrales et les régulateurs financiers. J'aurai l'occasion de rencontrer un certain nombre de leurs dirigeants, mais il est évident que, compte tenu du fait que leur voix est très entendue, compte tenu du fait, BAL 3 et le reste, on ne va pas vous faire un cours de finances publiques ou de finances privées, que les règles actuelles, j'emploie un euphémisme, ne favorisent pas beaucoup la prise en compte de ce type d'investissement et d'actifs. Comment est-ce que les banquiers centraux, qui individuellement sont certainement convaincus, et les régulateurs financiers peuvent faire évoluer leur doctrine pour qu'on puisse s'engager, on doive même s'engager dans ce type d'investissement? Troisièmement, les agences de notation. Comment mieux intégrer le risque climat dans les notations? On me dit, je ne l'ai pas vérifié, que S&P a commencé peut-être ou va commencer à mettre 5 critères, etc. Mais enfin, il n'y a pas que S&P, et d'autre part, il faut le voir, pour que les entreprises comprennent bien que, y compris dans leur gestion, dans leur modèle, dans leur fonctionnement, c'est une nécessité, qu'elles ont intérêt à le faire, y compris intérêt financier. Quatrièmement, la finance privée. Comment peut-on faire en sorte que les marchés financiers, les investisseurs, de long terme en priorité, comment orienter ces marchés et ces investisseurs vers les investissements qui sont les plus durables au plan climatique? Vous avez cité l'assurance. L'assurance et la réassurance, ils sont très sensibles, parce que si le dérèglement climatique va vers les tristes sommets qu'on nous annonce, en termes de primes et en termes de... ça va faire beaucoup, beaucoup, et même davantage. Mais comment fait-on pour verdir volontairement le portefeuille des investisseurs privés et institutionnels? Disons les chiffres qui montrent l'ampleur du travail qui reste à faire. Si on prend un portefeuille traditionnel, l'économie verte, ça représente moins de 1% de ce portefeuille. Et si d'ici 2020, je réponds un peu à votre question, nous pouvions porter ce portefeuille à une part de 10%, déjà nous aurions fait un progrès considérable. Il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont engagés dans ce sens, notamment en Europe. À l'image, je crois que c'est le suédois AP4 que nous avons entendu, mais il y en a quelques autres. Mais c'est encore trop peu dans leur portefeuille et trop peu en nombre. Donc, que vous faites, et je crois que c'est au centre de vos préoccupations, il faut vraiment que tout le monde entende cet appel. Et puis, le dernier point, c'est la question du prix du carbone. Il faut que nous multiplions les initiatives pour refaire partir ces mécanismes. La Banque mondiale y invite dans ses travaux, mais il faut expliquer aux gens le mécanisme, l'objectif, que dans la société telle que nous la vivons, c'est une nécessité. Et je pense que c'est sur ces 5 points, cher ami, qu'il faut que nous travaillions ensemble. Déjà, grâce à des organisations comme les vôtres, on est beaucoup
beaucoup mieux sensibilisés que c'était le cas il y a quelques années. Et par rapport à l'objectif que nous avons dans l'esprit, tous celles et tous ceux qui sont là, et qui sont nécessaires pour réussir le défi, nous avons un énorme chemin à faire. Et j'espère bien que d'ici Paris, donc nous avons 1 an pour ça, nous aurons fait de très grands progrès, car c'est peut-être là où, quoi que ce ne soit pas dans les textes juridiques, nous pouvons, comme on dit en Belgique, décevoir en bien. Et beaucoup espèrent que le prix du carbone soit dans la négociation, dans le texte. Oui. Léon Blum disait « Je le crois parce que je l'espère ». Merci. Nous avons encore trois questions avant de vous libérer, monsieur le ministre. Jean-Louis Chaussade, directeur général de Suez Environnement. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Comme vous le savez, des entreprises comme Suez Environnement sont évidemment extrêmement sensibles à la problématique climatique et aux évolutions que ça suppose, puisque un des moyens d'atténuer cette problématique, ça va être forcément l'innovation, ça va être forcément toutes les initiatives que les entreprises privées vont prendre, soit pour accompagner, soit pour atténuer les conséquences des dérèglements climatiques dont vous nous parliez à l'instant. J'assiste d'ailleurs sur dérèglements climatiques, ça me paraît bien, mais les conséquences du dérèglement climatique, on va aussi les voir dans des domaines comme l'eau, les matières premières. Tout ceci va être aussi lié à la climatologie dans un monde, je le rappelle, où 65% à peu près de la population mondiale vivra dans des villes. Et donc les effets des dérèglements climatiques vont être amplifiés par l'augmentation de la population et l'urbanisation. Alors ma question est assez simple. Vous étiez à New York, j'ai eu la chance d'y être aussi. Il y avait un certain enthousiasme de la part des communautés urbaines, des villes et des entreprises pour trouver des solutions concrètes qui soient quelque part un pont entre ce que la COP20 ou la COP21 peuvent décider, c'est-à-dire d'opérations qui arriveront, en tous les cas d'objectifs qui sont fixés un peu à 2020, surtout quand même à 2050. Donc un pont entre ça et les décisions immédiates qui peuvent être prises pour rendre ces obligations possibles. Et vous avez parlé à l'instant du carbone. Moi, j'avais été frappé à New York de voir combien, au fond, il y avait unanimité, ce qui n'était pas le cas à Copenhague, de l'ensemble des entreprises et en gros d'ensemble des villes pour dire qu'il fallait donner un prix au carbone. Et donc j'insiste sur la question qui vous a été reposée à l'instant. Ne croyez-vous pas que trouver un accord sur le prix au carbone, autrement dit donner un vrai prix à la pollution, parce qu'en gros c'est ça, est-ce que insister sur donner un prix au carbone n'est quand même pas une nécessité si on veut que la COP21 soit un succès? Voilà. Je suis à fond pour rechercher ce résultat. Est-ce que cela peut être fait dans le cadre de la COP? C'est une question différente, mais je n'ai pas de doute. Au départ, comme vous l'avez peut-être ressenti, je n'étais pas le spécialiste mondial de ces questions. Mais quand on travaille, on finit par comprendre et à se forger une opinion. Et mon opinion, elle est forgée, elle est nette, elle est claire. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller le plus vite et le mieux. Et donc, je compte bien, au cours de toute cette année, qu'à travers tous nos travaux, et je dis nos à dessein, cette cause, puisqu'il s'agit d'une grande cause, puisse prévaloir. Donc, on va faire tout ce qu'on peut. Certains dans les milieux où ils sont, milieux d'entreprise, d'autres dans les milieux gouvernementaux, d'autres dans les milieux des collectivités locales, d'autres dans d'autres milieux, la société civile en général, pour aller dans ce sens. Et je pense que des prises de position, par exemple, de certaines régions. Il y a des régions en Chine où un prix du carbone existe. Il y a tel ou tel dispositif qu'on peut prendre, même s'il n'y a pas une obligation. Alors c'est plus difficile, mais il faut absolument aller en ce sens. Et l'Europe, de ce point de vue-là, pourrait être, comme dans d'autres domaines, un chantier très, très innovant. Maintenant, je veux souligner, compte tenu de la société que vous dirigez, à quel point nous espérons aussi que la COP21 à Paris va être une vitrine de tout ce qui est possible de faire en matière technologique. Et de ce point de vue-là,
j'ai compris qu'il y a des messages, vous avez bien cité d'ailleurs, à développer et d'autres à éviter. Le message, c'est quoi? Premièrement, essayer d'expliquer quand même un petit peu le phénomène des gaz à effet de serre. Parce que moi, quand je réunis notamment des jeunes, je commence d'une façon aussi pédagogique que possible à expliquer ça. Parce que sinon, on répète les choses et puis, comme il n'y a pas la base, on ne sait pas pourquoi. Bon. Expliquer que ce dérèglement climatique, il n'est pas pour dans 50 ans, il est maintenant. Ça, c'est la première chose. Parce que, je disais en bavardant un jour avec Michael Bloomberg, je n'ai pas cité deux noms, on pourra en citer beaucoup d'autres, mais que je veux citer quand même Michael Bloomberg, que Ban Ki-moon a sollicité pour s'occuper en particulier des villes, et Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, intelligent, capable, qui s'occupe en particulier des régions. Bien sûr, les organisations sont assez compliquées dans ce domaine, mais je cite à dessein ces deux noms. Et donc, dans une conversation avec Bloomberg, il me disait, mais moi, j'ai commencé à dire aux gens, mais attention, le phénomène, c'est dans 50 ans, etc. Et ils m'ont répondu, mais dans 50 ans, cher monsieur, on est mort. Bon. Donc, c'est maintenant. Et il y a des exemples. Il ne faut pas prendre de faux exemples. Il ne faut pas confondre la climatologie et la météorologie. Ce n'est pas exactement la même chose. On ne peut pas dire parce qu'il a fait mauvais aujourd'hui, etc. Mais les grandes tendances, elles sont là. Hein, elles sont là. L'extrémisation des phénomènes, le fait que l'année 2014 est la plus chaude que nous ayons connue ici. Et je voyais l'autre jour le patron de l'Organisation météorologique mondiale, il me disait que 2015, ça risquait malheureusement d'être la même chose compte tenu de ce qu'il y a dans les tuyaux. Donc ça, les gens comprennent. Dès aujourd'hui, le dérèglement. Pas dans 50 ans. 50 ans, encore pire, bien pire, avec des conséquences de toutes sortes, y compris conséquences en matière de santé, des choses qui ne sont pas connues. La déforestation, l'origine de l'Ebola et du sida. Les virus existaient depuis très longtemps dans les forêts, mais tapis. À partir du moment où la déforestation intervient et où des mouvements de population nombreux se produisent, ces virus explosent. C'est ce qu'on a en ce moment. Et dès lors qu'on continuerait et amplifierait la déforestation, on aurait l'équivalent. Il faut que les gens comprennent ce dont il s'agit. Donc, dérèglement dès aujourd'hui. Si on continue comme ça, une ville et une vie invivable, y compris avec des conflits, des migrations qui ne pourront pas être soutenues, etc. Donc des conséquences négatives. Deuxième temps du raisonnement, même dramatique. On a les moyens techniques, on a les moyens financiers, et il faut les mobiliser. Parce que si vous dites aux gens, il y a un problème, mais il n'y a pas de solution, on a les moyens. Et troisièmement, non seulement on a les moyens, mais ce sera positif dans d'autres domaines. Et ça, c'est toute la question de la croissance et de l'emploi. Les ressorts nouveaux, vous l'avez très bien dit dans votre papier introductif, en citant mon ami Michel Serres, on voit où ils sont. Et ils sont en particulier dans la croissance verte. Donc, le problème grave existe dès aujourd'hui. Les solutions, elles existent si on se mobilise pour les mettre en œuvre. Et cela apportera d'autres bienfaits. Et voilà. Et donc, il faut éviter de reporter ça en disant, oui, c'est un risque hypothétique dans 40 ans, etc. Ou bien de décrire un phénomène avec cette mode actuelle qui existe dans tous les domaines où on fait le concours du gourou. Et pour être le gourou triple A, il faut être le plus pessimiste possible. Hein. Si vous êtes un gourou ordinaire, ça ne va pas. Mais si vous dites, aujourd'hui c'est épouvantable, mais la vraie catastrophe, c'est pour après-demain, alors là, triple A. Non, 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 non. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'humanité, l'intelligence humaine et la gestion des grands desseins. Donc voilà, ce sont quelques messages que je fais passer, tout en étant lucide, tout en sachant que c'est très difficile, tout en écoutant chacun, tout en essayant de convaincre. Moi, je suis plein d'enthousiasme et d'ambition. Et en même temps, il faut dire que c'est très difficile. D'ailleurs, si ces débats très difficiles, probablement l'humanité y serait déjà arrivée.
Monsieur le ministre, il est 9h35. Est-ce qu'on peut encore poser oui, les deux parce que dernières le retard questions est dû à mes trop longs discours. Alors, Très donc bien. on a Donc 5 minutes de nous allons enchaîner les deux Voilà, questions avec on va prendre les 2 dernières questions, voilà, comme ça on pourra conclure. Patricia Kubas-Tischler, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis péruvienne. Je suis avocate environnementaliste péruvienne. Et donc, c'est difficile pour moi de porter un avis objectif sur les résultats de la COP20. Donc, je vais me réserver. En revanche, pour ce qui concerne l'implication de la société civile et des entreprises, j'ai pu constater que la COP20 et notamment les efforts de M. Manuel Pulgar Vidal, le ministre de l'Environnement, ont permis une implication forte avant et pendant la COP des entreprises. Je considère que cette implication, cet effort d'implication des entreprises répond aussi au fait, et j'estime important de le souligner, que si le Pérou a pris les défis d'organiser la COP20, c'était aussi dans le but d'attirer un peu les yeux du monde vers ces pays qui affichent une situation macroéconomique bonne, qui a un cadre légal favorable aux investissements étrangers et surtout qui n'est pas un pays isolé, parce qu'il faut rappeler que le Pérou fait partie, avec le Chili, la Colombie et le Mexique, de l'Alliance du Pacifique, donc qui est les blocs économiques et commerciaux les plus récents et plus intéressants de la région. Donc dans ces contextes, Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que cette période de transition, ces passages entre la COP 20 et la COP 21 n'est pas aussi une opportunité, ça a été un peu dit déjà au début dans vos propos introductifs, une opportunité pour nos entreprises françaises pour exporter justement leur savoir-faire, leurs compétences en matière d'assainissement, de gestion d'eau, de planification urbaine. Là, il faut admettre quand même, Lima n'est pas exactement l'exemple des villes durables, pas encore. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et ma question concrète, est-ce que vous avez eu l'occasion, ou il est prévu, vous avez débattu avec vos homologues péruviens sur la possibilité de créer des passerelles, des voies de facilitation, d'échange d'investissements, notamment des énergies renouvelables ou des investissements vers le Pérou. Donc la dernière question. Oui. Monsieur le ministre, bonjour. Christophe Clergeau, premier vice-président de la région Pays de la Loire. Vous avez souligné l'implication des collectivités locales. Donc nous serons effectivement très engagés sur la mobilisation des citoyens, notamment des jeunes en Pays de la Loire, sur l'alimentation de cet agenda positif, cet agenda des solutions pour nos territoires, mais aussi pour les territoires des pays en transition, des pays en développement qui sont les plus frappés par le changement climatique. Et nous sommes aussi des acteurs d'une diplomatie des territoires qui peut être complémentaire de la diplomatie des États. Et donc ma question est celle-là, c'est au-delà de la présence des collectivités lors de la conférence, en quoi est-ce que la diplomatie des territoires peut accompagner la stratégie française et la diplomatie des États pour faire avancer les solutions dans la direction que vous souhaitez? Je réponds à ces deux questions, qui sont les questions finales, en vous remerciant énormément de votre accueil, parce que les questions posées étaient toutes très pertinentes, et puis ça me fait plaisir de parler de ce sujet, puis ça me rôde. Sur votre intervention, oui, les territoires, nos territoires sont très concernés. Il y a une diplomatie d'État, il y a aussi une diplomatie parlementaire que je vais mobiliser en ce qui concerne la France. Il y a des groupes d'amitié et je vais demander à chaque président de groupe d'amitié au Sénat et à l'Assemblée nationale, en lui fournissant un petit état de là où nous en sommes et de là où on est, d'après ce que disent nos ambassadeurs, la situation par rapport à la COP21 du pays en question, de se mettre en rapport avec leurs homologues et d'essayer ensemble de bâtir quelque chose. Et je pense que c'est la même chose pour les territoires. Les territoires, on parle des territoires français, sont en relation avec beaucoup d'autres territoires dans différents continents, mais très souvent en Afrique, par exemple, etc. Et je pense qu'il y a
deux façons de travailler par rapport à l'objet de la COP21. D'abord, en prenant des initiatives communes, concrètes, en matière de climat. Et deuxièmement, lorsqu'il y a un travail de conviction à faire, en partageant une conviction. En général, les pays d'Afrique sont très convaincus de tout ce que nous venons de dire. Simplement, ils posent à juste titre la question des moyens, du financement, etc. Dans quelques cas que je ne citerai pas, il y a des pays dont les gouvernements ne sont pas convaincus, mais ce n'est pas en Afrique, alors que les régions et les grandes villes sont convaincus. Et là, je pense que, évidemment, ce sont les gouvernements qui votent à la COP. Mais les collectivités territoriales, surtout quand elles sont assez vastes, ont la capacité de montrer, au-delà même des clivages idéologiques, qu'elles sont peut-être d'un avis, ou en tout cas d'une pratique un peu différente. Donc, moi, je crois beaucoup à cette diplomatie territoriale. Après, je remercie beaucoup la représentante, enfin, madame, qui est d'origine péruvienne, si je comprends, qui s'est exprimée avec à la fois beaucoup de tact sur son propre pays et beaucoup de pertinence. Je dois dire que je n'ai que des éloges à faire sur l'accueil péruvien et la présidence péruvienne. Mon ami Manuel a fait un travail magnifique et tout le monde lui a rendu hommage. Et il a fait ce qui ajoute de la classe à l'efficacité avec gentillesse. Si j'avais à définir ce qu'est la diplomatie et la politique, ce n'est pas le mot qui me viendrait spontanément le premier à l'esprit. Mais je n'ai aucun mot d'ailleurs qui me vienne à l'esprit, mais ce n'est pas celui-là qui viendrait. Et Manuel a su allier l'intelligence. Je n'ai que des compliments à faire. Et si ça n'était que mon avis, ça n'aurait pas d'importance, mais c'était l'avis général. Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup parce que, vous savez, lorsque on est à la fin d'une négociation, que ça fait 30 heures que les négociateurs pinaillent sur des virgules, à ce moment-là, il peut arriver qu'on se tourne vers le président de séance et qu'on lui dise « Monsieur le Président, bon, on n'arrive pas à se mettre d'accord, est-ce que vous avez une proposition à nous faire ?» Bon. Et là, la dimension personnelle est très, très importante. Est-ce qu'on a su acquérir la confiance? Est-ce qu'on pense que la solution va être raisonnable, etc. Bon, donc ça a été vraiment très bien fait. Nous avons d'ailleurs décidé de travailler ensemble pour la préparation de la COP 21. Nous avons signé un accord qui s'appelle Lima-Paris, justement, pour l'action, et nous allons concrètement être ensemble. D'ailleurs, en théorie, je crois juridiquement, je ne deviens président de la COP 21 que le 30 novembre de l'année prochaine, ce qui serait un petit peu tard, puisque c'est le jour où elle commence. Donc, la pratique, c'est qu'en fait, on devient président dès que l'autre présidente est finie, mais elle n'est pas vraiment finie. Juridiquement, elle continue. Bon, donc on va travailler la main dans la main. C'est très bien, d'ailleurs, à la fois que ce soit un pays du Sud et un pays du Nord. Et puis, je n'ai pas oublié cela, ça va nous permettre de développer nos liens. Et à la question précise que vous posez, la réponse est tout à fait oui. J'ai eu l'occasion, avec le président Humala et avec les ministres compétents, de discuter de nos situations respectives. Nous avons une relation politique qui est excellente avec le Pérou. Et nous avons, en matière économique, il y a des choses qu'on fait ensemble, mais nous avons, comme on dit au Quai d'Orsay, des marges de progression. Bon, donc nous allons les exploiter. Le président de la République française doit se rendre au Pérou au premier semestre. Et là, je redeviens ministre du Commerce extérieur. Je vais donc préparer ce voyage. Et en général, ces voyages, auxquels d'ailleurs beaucoup d'entre vous sont associés, permet à la fois de conclure un certain nombre de choses et de préparer un certain nombre d'autres choses. Et donc, je suis extrêmement positif sur les perspectives de travail en commun entre le Pérou et la France. Mais je veux réinsister pour terminer là-dessus. Bon, la France a l'honneur et la responsabilité d'accueillir cette conférence mondiale, mais c'est un travail collectif. Et je crois qu'une des choses qu'a très très bien réussi le Pérou, c'est de montrer à la fois sa spécificité, on était à Lima, on n'était pas ailleurs, mais en même temps de rendre compte, avec les difficultés bien sûr que ça comporte, de cette réalité collective. Et on va essayer, dans un climat qui ne sera pas exactement le même, du point de vue géographique et de la température, de faire aussi bien et de conclure un bon accord qui permette de préparer le futur. Merci beaucoup.
Merci. Et puisqu'il y a une continuité, on devait accueillir la ministre marocaine qui a eu un empêchement personnel. Et avant de passer la parole à Sylvain Villaudière pour la deuxième partie de cette matinée, et il y en aura 3, je voulais vraiment vous remercier beaucoup, vous inviter, puisqu'on ouvrira une très belle soirée le 4 décembre 2015 au Grand Palais. Je sais que vous aurez quelques responsabilités, mais si vous trouvez un petit créneau, je pense que ce sera aussi un bon moment. Là, je pense qu'on sera plutôt 3 000 ou 4 000 personnes, d'avoir cette énergie qu'on avait sur le pavillon de la France à Rio quand on vous avait reçu avec le président de la République, qu'on a ce matin. Bon, j'allais dire Potron Minet, mais non, j'ai compris que c'était déjà tard dans la journée. En tout cas, mais la journée n'est pas finie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.